Donc, c'est l'hebdo de l'investisseur gaming numéro 30, un petit tour chez GameStop. Bon, on va aller un peu rapidement, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place, voilà. Mais on va voir que c'est quand même un hebdo qui va être assez rapide, hein. Donc voilà, il n'y a pas énormément de choses dans le secteur du gaming, mais il y a quelques petites choses intéressantes quand même. Donc l'avant-propos, comme d'habitude, hein. Donc tout ce qui est dit dans ces slides, tout ce qui est dit dans la vidéo, ça ne doit pas être pris comme des conseils d'achat ou de vente de valeur, hein. C'est vraiment des propos qui essayent de vous expliquer la construction d'un marché, comment ça fonctionne, qu'est-ce qui est intéressant, sur quoi il faut faire attention, pourquoi, ce genre de choses. Mais il faut pas prendre, voilà, c'est pas je dis que j'aime bien cette valeur, achetez-la. Non, pas du tout. Et si vous voulez acheter des valeurs ou vendre des valeurs dont on parle dans nos vidéos, on vous conseille de prendre conseil auprès d'un conseiller agréé par l'AMF. Voilà, voilà. Donc le sommaire, vente de consoles semaine 34. Le Japon du moment du côté de Sony et de Toshiba. Un nouveau CCO pour Ubisoft. Donc CCO c'est Chief Creative Officer. Honor of King de plus en plus critiqué par les joueurs. Donc on va voir ce que ça veut dire. Analyse des résultats du Q2 de GameStop. Le gaming, enfin le streaming gagne toujours de plus en plus de spectateurs. Parlons gaming et après ça sera vos questions. Et on mettra une petite pub, je pense, avant GameStop. Une petite pub d'une minute 30, un truc comme ça, comme d'habitude. Voilà, pour que j'ai le temps de boire ce genre de choses. Allez, let's go. Donc au niveau des ventes, ce qu'on voit, bon, c'est que la PS5 monte un tout petit peu, la Xbox Series et la Switch redescendent. La Switch commence à avoir des limitations au niveau de la production. Ça, on l'avait pas vu depuis très très longtemps, mais on commence à voir certains pays. Alors pour le moment, c'est des pays périphériques, Nouvelle-Zélande, ce genre de choses, où il commence à y avoir sur certaines typologies, dans certains marchés, des ruptures ou des situations un peu tendues. Donc ça montre que bah, le stock commence à être écoulé et que comme il y a une problématique de réponse au niveau des fondeurs pour amener du matériel de qualité aux créateurs de consoles, et ben ça commence à se tendre. Et ça c'est une très mauvaise nouvelle pour Nintendo parce que on se doutait que ça allait arriver, mais beaucoup de monde espérait que ça arrive après Noël. Parce que Noël, c'est la période où vous vendez le plus de Switch. Et donc le but, c'était que ça arrive juste après Noël pour que Nintendo ait une grosse période de Noël et qu'après on rentre sur un nouveau cycle et que peut-être 2022 soit un peu plus compliqué sur le hardware, mais comme on sera aidé en 2022 par le catalogue qui sera un peu plus puissant en sortie au niveau des jeux, ça compensera ce souci de hardware qu'on aurait pu avoir. Donc ça, bah, c'est un peu dérangeant pour nous. Parce que du coup, effectivement, ça peut faire rater la saison de Noël à Nintendo. La question est aussi de savoir est-ce que ça peut pas être bénéfique à Nintendo, parce que si Nintendo a réussi à faire assez de stock de sa nouvelle console, il peut ne plus y avoir de Switch première génération, d'avoir que des Switch OLED qui sont un matériel qui est un peu plus cher, qui a une marge d'après ce qu'on voit des instituts d'études qui serait légèrement meilleure que la Switch première génération ou que la Switch Lite. Donc ça, c'est des choses qui sont intéressantes et qu'il va falloir voir. Au niveau de la Xbox, bon, c'est pas fameux, mais c'est toujours mieux qu'au début parce qu'on est toujours au-dessus de une Xbox, une Xbox, pardon, non, c'est ça. Pour une PS5 vendue, vous avez 0,5 Xbox vendue. On est au-dessus de ce seuil, on est à 0,55, 50. Ouais, c'est ça. Donc c'est pas mal. Ça, c'est un peu mieux que la part de marché qu'avait Xbox avant. Après, bon, c'est toujours chez Sony que la limitation du nombre de consoles est la plus importante au niveau par rapport à la demande réelle du marché, hein. Ça, c'est vraiment toujours assez important chez Sony. On y va. Donc retour aux sources pour Sony avec le rachat de Firesprite, qui est l'ancien studio Sony Liverpool, qui a été créé en 2012 quand Sony a décidé de fermer Sony Liverpool. Ça vous montre un peu le cycle du gaming, et c'est pour ça que c'est intéressant comme news. C'est-à-dire que pendant un temps, dans les années entre 2010 et 2014, beaucoup de studios qui étaient liés à Microsoft ou à Sony, un peu moins à Nintendo, mais il y en a eu un peu, ont été fermés.
Le but était de se dire que les consoliers allaient faire la plateforme, allaient faire la console, et les gens comme EA, comme Ubisoft et tout, allaient faire les jeux. C'était deux métiers, voilà, et chacun avait son métier. On faisait de temps en temps des exclusivités, on payait pour ces exclusivités-là, elles étaient développées par des studios, et puis voilà. De plus en plus, vous voyez quand même qu'il y a quelque chose qui se met en place. C'est quoi? C'est que on cherche à détenir les développeurs parce que c'est devenu une monnaie, enfin quelque chose d'assez rare dans le marché, surtout des développeurs de qualité. Le marché du jeu vidéo est un peu plus tendu, entre guillemets. Et donc effectivement, Sony, après avoir fait deux rachats cet été, fait son troisième rachat à la rentrée, là, en rachetant Firesprite. Ce qui est intéressant aussi, c'est que chez Firesprite, ils sont très doués dans les jeux VR. Et Sony, ils ont bien communiqué là-dessus. Donc ça montre aussi la volonté de Sony d'aller créer des IP dédiés dans la VR et de profiter de l'avance qu'ils ont par rapport à Microsoft qui est vraiment en retard sur la VR, sur sa console. Hein, et donc de vraiment essayer d'aller pousser la PS5 dans ce sens-là et de créer des jeux qualitatifs là-dessus. Donc ça c'est vraiment intéressant, ça vous montre qu'il y a toujours des acheteurs et que les acheteurs c'est pas que Tencent qui achète des studios. Vous avez Microsoft qui achète des studios, vous avez Amazon qui achète des studios et en fait vous voyez que la plupart des gros du secteur ils ont un besoin d'aller acquérir des compétences, d'aller acquérir des licences et de s'installer sur le marché. Donc ça c'est vraiment quelque chose d'intéressant pour nous investisseurs parce que ça veut dire que vous avez une multitude d'acheteurs et vous avez assez peu d'actifs en vente. Et donc ça c'est toujours intéressant parce que du jour au lendemain vous pouvez avoir une grosse OPA comme a fait Tencent sur les studios britanniques récemment. Donc voilà, donc ça c'est toujours intéressant quand vous détenez un petit développeur en vous disant que vous avez voilà, vous êtes en position de force. L'autre chose qui s'est passée au Japon, c'est Toshiba, les puces, hyper croissance pour répondre à la demande. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Là, vous voyez, on est sur Toshiba, d'accord, qui va avoir du mal à fournir toutes les chips. On va voir pourquoi on en parle un peu plus tard. Ils ont décidé qu'ils allaient investir, eux aussi, dans leurs usines. Là, vous voyez, c'est la rentabilité de l'activité semi-conducteur de Toshiba. Donc, vous voyez que c'est quasiment rien en 2019. Ça monte en 2020 et ça explose en 2021. Donc ça vous montre l'effet mix-prix qui monte. Donc comme il y a beaucoup de demandes et qu'il y a peu de matériel, forcément le prix remonte un petit peu. Et sur ces marchés entre guillemets d'usine, où dès que vous occupez à 100% votre usine et que vous augmentez un peu vos coûts, bah, tout de suite ça se retrouve dans votre résultat. Ça va tout de suite dans le résultat. Parce que si vous occupez une usine à 100%, que vos coûts de production ils sont de X, que vous vendez d'habitude à Y, et que la marge entre X et Y c'est 5, et qu'à la place vous allez vendre à Z, et entre Y et Z il y a 10, votre marge elle fait x2, automatiquement. Même si votre prix il n'a pas forcément fait x2. Mais c'est juste vous allez créer de la marge supplémentaire. Donc ça c'est très important de le comprendre. Donc c'est pour ça que quand vous êtes sur des secteurs un peu en tension comme ça, il peut y avoir des choses très très intéressantes à faire parce que le marché il peut sous-estimer la hausse de la marge qu'il peut y avoir. Et du coup, vous avez parfois des coûts à faire qui sont des coûts très très intéressants. Pour ceux qui ont suivi la conférence sur les semi-conducteurs et qui étaient abonnés à New Tech Insider, il y avait un portefeuille de semi-conducteurs attaché à la conférence, hein, avec vraiment une multitude de valeurs pour faire quasi un ETF semi-conducteur. Et ben il s'est très très bien comporté cet ETF semi-conducteur. Il est largement en surperformance par rapport au Nasdaq. Si vous avez pris, comme je vous l'ai dit, la proportion que je vous ai dit de prendre. Donc voilà, et c'est avant tout pour ça. C'est parce qu'il y avait des acteurs qui allaient profiter plus de la hausse de leur segment semi-conducteur que d'autres. Parce que ça dépend de ce que vous vendez. Si vous vendez des semi-conducteurs liés à l'automobile, vos prix, ils ont beaucoup augmenté. Et donc forcément, votre marge, elle a explosé. D'accord? Et après, ce qui va compter, c'est aussi votre capacité à maintenir ça dans le temps. Est-ce que vous allez être capable de capter la création de valeur que va y avoir dans l'industrie autour de ça? Et pour ça, il faut investir massivement. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que maintenant qu'on a commencé à capter la valeur que les prix ont monté, est-ce que les prix vont continuer à monter? Moi, je pense que les prix vont pas forcément continuer à monter. Donc, ce qui est intéressant, c'est de peut-être vendre un petit peu ces producteurs de puces et d'aller sur des gens qui vont aider à la construction d'usines. Donc, toutes les machinistes, les gens qui vont aider à construire des usines, tout ça, tout ça.
Et il y a beaucoup, quand vous faites des usines de semi-conducteurs, vous avez énormément de sous-traitants qui rentrent en, en compte. Et vous en avez qui profitent plus que d'autres de la création de nouvelles lignes de production. Et bah ces gens-là, c'est peut-être des gens qui sont intéressants à avoir en portefeuille là, parce que comme tout le monde va devoir créer des unités de production en plus, bah forcément, c'est des gens à qui on va faire appel pour créer ces nouvelles unités de production, et il va se passer quelque chose. Au même titre que quand vous allez créer des centrales nucléaires, tous les gens qui font des portes, qui font des systèmes incendies, ce genre de choses, bah, ils profitent d'un nouveau cycle d'installation de centrales. Donc là, vous êtes sur exactement la même chose. Et vous voyez que vous êtes quand même sur quelque chose où il va falloir répondre à cette demande parce que vous avez vraiment une explosion de la rentabilité. Et cette rentabilité, il va falloir la réinvestir. Parce que si vous êtes là, que vous la réinvestissez pas et que vous essayez juste de gagner de l'argent, bah en fait, votre part de marché, elle va être piquée par quelqu'un d'autre. Et pour tenir à long terme la courbe de progression, et la courbe de progression, c'est quoi? C'est quand vous créez une unité d'un produit, plus vous allez en créer, plus vous avez de compétences, plus vous avez de compétences, plus le coût de création de ce produit, il a tendance à devenir faible. D'accord? Donc c'est souvent quelque chose qui descend comme ça. Et bien pour maintenir votre compétence par rapport aux concurrents et être aussi intéressant que les concurrents, il faut toujours matcher la hausse de la production globale de votre marché. Sinon, en fait, vous perdez de la part de marché et donc vos concurrents, ils ont une courbe de compétences qui est un peu plus pentue que la vôtre. Donc à long terme, vous allez être éjecté du marché parce que vous serez plus cher. Donc, tous ces fondeurs, ils ont un besoin vital de construire des unités de production pour garder cette courbe de compétences, s'aligner avec les autres et être là dans 10-15 ans. Sinon, si vous faites de la rentabilité maintenant, vous allez faire énormément de rentabilité sur 1 ou 2 ans, mais dans 10 ans, peut-être que vous allez sortir du marché complètement. D'accord? Donc ça, c'est important de le comprendre. Là, on a ce que le responsable, donc Takeshi Kamabuchi, d'accord, donc le directeur de l'unité semi-conducteur de Toshiba, a dit. Hein. Donc là, il nous explique que d'habitude, les commandes, c'est quelques semaines en avance, d'accord. Bon, parfois quelques mois, mais c'est pas plusieurs mois en avance. Là, ce qu'ils voient, c'est que les industriels commencent à demander des contrats sur 6, 9, 1 an à l'avance. C'est-à-dire ils veulent à tout prix avoir leurs semi-conducteurs, donc ils sont prêts à payer très en avance pour des livraisons qui arriveront plus tard, mais pour être sûr d'avoir ces livraisons au moment où ils en auront besoin. Et donc ces contrats de long terme, c'est vraiment quelque chose d'intéressant aussi du côté des investissements. Pourquoi? Parce que si vous êtes Toshiba, que vous vendez 100 semi-conducteurs, que vous avez des gens qui vous disent, écoute, je veux absolument des semi-conducteurs maintenant, je suis prêt à t'en prendre 50 tous les ans pendant 4 ans. Et je veux que tu me les livres 10 là, 10 là, 10 là. Et ben en fait, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que là où avant, c'était des contrats, on les voyait en semaine ou en mois. Et donc vous n'aviez pas vraiment une visibilité. Donc vous avez besoin que le carnet de commandes se renouvelle perpétuellement. Vous allez avoir un carnet de commandes sur un certain temps. Et si vous avez, mettons, par exemple, une capacité de production de 100, et que vous avez 4 personnes qui sont prêtes à prendre des contrats de 50, vous allez vous dire, j'ai utilisé toute ma capacité de production. Je ne peux pas prendre de nouveaux contrats pendant 4 ans. Donc ce qu'il faut que je fasse, c'est que je fasse une autre unité de production de 100. Et donc j'aurai une capacité de production de 200. Et ça, c'est très très intéressant parce que plus ces contrats de long terme vont se mettre en place, plus les acteurs vont favoriser leur investissement. Parce que plus l'investissement va être, entre guillemets, garanti pour eux. Ou pas garanti, mais sécurisé. Et ça, pour nous, en tant qu'investisseurs, c'est intéressant aussi. Parce que si vous détenez des fondeurs à très long terme, ça veut dire que vous êtes sûr que le cycle d'investissement, il est plus ou moins garanti par le besoin réel des consommateurs derrière. C'est pas juste une explosion de la demande qui est localisée dans le temps, mais c'est quelque chose qui va continuer. Bon, ça, on en était plutôt sûr, mais voilà, ça vous garantit ce genre de choses. Autre point important, c'est que dans les clients qui posent le plus de problèmes, enfin qui ont le moins de commandes qui sont réalisées par rapport à ce qu'ils ont commandé, il nous dit qu'il y a l'industrie du gaming. Et surtout chez Toshiba, vous avez Sony et Nintendo qui sont lourdement touchés par l'incapacité de Toshiba de livrer des puces. Alors ça c'est intéressant aussi, pourquoi? Parce que Toshiba c'est ceux qui sont partis en dernier sur l'installation de nouvelles lignes de production et sur la création de nouvelles usines. Ils ont un business qui est un peu plus petit, ils ont attendu un peu plus longtemps avant d'annoncer ça, donc ils n'auront pas de nouvelles usines avant 2023-2024 au mieux. Vraiment au mieux.
alors que si vous prenez d'autres fondeurs, ils seront plutôt sur 2023. Donc ça, c'est des choses qui sont intéressantes à savoir. Donc voilà, il va falloir faire très attention à ça. Après, les puces Toshiba utilisées aussi bien chez Nintendo que chez Sony, elles sont remplaçables, hein. Si quelqu'un d'autre a la capacité de fournir, l'entreprise ira choisir chez quelqu'un d'autre. C'est pas des puces d'un très haut niveau de spécificité qui sont critiques pour la console. Après, généralement, un consolier essaye toujours d'avoir un matériel uniforme pour des questions de SAV, pour des questions voilà, de performance, ce genre de choses. Vous essayez d'être dans l'uniformité. Parce que l'avantage d'une console, c'est qu'un développeur, quand il développe sur une console, il a une architecture qui est toujours la même. Alors que quand vous êtes sur un PC, comme moi là j'ai un PC portable, bah moi j'ai un PC portable, vous en tant que client, vous en face vous avez un PC portable ou fixe, et chacun a sa configuration. Donc c'est compliqué pour les développeurs de faire un jeu qui va être optimisé sur toutes les configurations. Configuration très poussée, configuration moyenne, configuration faible, alors qu'une console c'est uniformisé, et ça a cet avantage-là d'être uniformisé, ce qui est un assez gros avantage, hein. Donc voilà, on a ça sinon. Oh là, par contre, j'ai fait une erreur. Alors excusez-moi tout de suite, on va corriger parce que sinon vous n'allez pas bien voir. Donc c'est où les diaporamas? Hop. Voilà. Comme ça, on voit le diaporama. Excusez-moi, hein. J'avais pas vu qu'on voyait plus ma tête que le diaporama. Donc, vous avez eu un communiqué d'Ubisoft pour vous annoncer l'arrivée d'un nouveau CCO. Donc, c'est un Chief Creative Officer. C'est très important dans le business du gaming. C'est lui qui va articuler toute la création des contenus, le penser aux nouvelles IP, la relation entre les IP, qui va essayer de créer des synergies entre les différentes histoires et tout. Et comme c'est un business de contenu et un business de rêve, un peu comme chez Disney, vous avez vraiment un fort besoin de CCO. Au même titre que quand vous êtes dans la tech, vous avez besoin de creative officers très performants parce que c'est eux qui vont vous donner la future vision du marché, entre guillemets. D'accord ? Donc, ils nomment un nouveau CCO, d'accord, chez Ubisoft, pour combler les failles de l'ancien. Par contre, en tant qu'investisseur, on a encore eu une mauvaise nouvelle. C'est quoi? C'est qu'il y a eu la communication du groupe de pression au sein d'Ubisoft à la suite de la nomination de ce CCO, hein. Donc, le groupe de pression, c'est plus de 1000 développeurs et anciens développeurs d'Ubisoft qui se sont réunis dans un groupe pour faire pression sur leur management en disant qu'il y avait des gros problèmes de travail et de gestion des ressources humaines chez Ubisoft. Et ce qu'on apprend dans la lettre, c'est quoi? C'est quand même qu'au niveau SG, c'est toujours pas terrible. Donc, on apprend qu'il y a toujours un manque de diversité au niveau des C-level, donc au niveau du management du groupe, avec toujours au niveau de la brique créative, bah, ce qu'on reproche à Ubisoft, c'est d'avoir surtout des hommes blancs occidentaux, hein, donc de manquer de diversité et d'ouverture culturelle, ce qui est un peu dérangeant quand on fait des univers très typés culturellement comme le fait Ubisoft, et qu'on est à peu près international comme l'est Ubisoft, même si je pense que, bon, il faut pas non plus tomber dans je veux X% de noirs, X% de blancs, X% d'asiatiques et tout, ça c'est ingérable. Donc il faut pas non plus tomber dans l'extrême inverse. Mais là c'est vrai que s'il y a que des blancs occidentaux, ça peut poser problème. Et je pense qu'il y a de la compétence un peu ailleurs que juste chez les blancs occidentaux, hein. Donc ça, effectivement, c'est le premier problème que pose la lettre. L'autre problème que pose la lettre, c'est quoi? C'est qu'elle nous explique qu'il y a toujours des VP qui posent souci au niveau de leur comportement. Et surtout, la lettre nous explique que dans le recrutement des nouveaux VP, dont le CCO, d'accord, il y a toujours le bras droit de Serge, Ascoët, hein, j'ai un peu de mal avec son nom, qui était donc celui par qui est venu le scandale. Et donc c'est un peu dérangeant parce que le bras droit de Serge Ascoët, on ne sait pas vraiment s'il a participé voilà, aux attouchements. Enfin, je veux pas dire de mots parce que c'est pas réglé en justice, donc on peut pas vraiment savoir ce qui s'est passé. Mais s'il a été au courant des problématiques ou pas. Mais en tout cas, ce que reproche ce groupe de pression, c'est qu'il pense que bah, ce N-1 de Serge Ascoët était au courant des agissements de Serge et que du coup, bah, effectivement, bah, c'est pas normal qu'il ait son mot à dire dans le recrutement des C-level maintenant. Donc ça, c'est toujours un problème.
Ça vous montre aussi l'incapacité d'Ubisoft de faire table rase de tous ces anciens managers. Moi, fondamentalement, en tant qu'investisseur externe, je pense que la meilleure stratégie pour le groupe et pour nous investisseurs, ça aurait été quoi? Ça aurait été qu'Ubisoft enlève tous ceux qui sont problématiques, extrait les N-1 de tous ceux qui sont problématiques et qui ont pu participer au problème, qu'il y ait une enquête sur allez, un an, 2 ans, et qu'on sorte vraiment tout ça du, euh, de l'environnement. Hein. C'est pas le choix qu'a fait Ubisoft. Ça, c'est un choix qui devient de plus en plus problématique parce que ça fait quand même. Allez, ça fait 3 mois qu'on en parle. À chaque oscillo, il y a des nouvelles choses à dire. Et ça, pour l'equity story, c'est mauvais. Hein. Et comme je vous le dis, en bourse, une action, c'est une equity story. Pourquoi Esquire, ça monte en ligne droite? Parce qu'Esquire communique toujours parfaitement. Et donc, à chaque fois, les gens, ils se disent, ah bah, Esquire, c'est beau. Et quand vous regardez des gens comme Pixel, Pixel, ce qu'ils aiment, c'est du trend following. Mais il y a quoi derrière le trend following? Derrière le trend following, il y a une equity story parfaitement exécutée. Si vous exécutez parfaitement une equity story, vous avez une valeur de trend following. Et là, bah, vous ne pourrez pas avoir ça à cause de ça. Et donc ça, c'est problématique pour nous. Hein. Vraiment. Donc voilà. Après, on a revenu du mobile en août, plus 8,6% à 7,7 milliards. D'accord? Donc là, vous avez les revenus. Donc vous avez Ashoka Honor of King qui fait plus 3%. Vous avez PUBG Mobile qui fait plus 4%, qui sont les deux locomotives de Tencent, qui sont avant tout des jeux chinois. Donc ça vous montre qu'en août, c'était déjà un moment où on a limité le temps de jeu, où on a fait des pressions. Bah, malgré ces pressions, Tencent a réussi à tirer profit du nombre de joueurs et a réussi à faire monter un peu le chiffre d'affaires de ces jeux. Alors, attention, on est vraiment au début de ces pressions-là et on est sur le mois d'août. Septembre sera déjà un mois qui sera un peu plus réaliste pour nous montrer des données de à quel point le business mobile de Tencent va être heurté en Chine par les mesures du gouvernement. D'accord? Mais c'est quand même des bonnes datas parce qu'en août, on était déjà un peu tapé par le gouvernement chinois et vous voyez qu'on est toujours un peu en hausse. Donc ça, c'est quand même quelque chose de très très bon. Vous avez Pokémon Go qui redescend un petit peu après avoir fait 5 mois faramineux, vraiment. Donc maintenant, on va suivre un peu plus globalement les revenus mobiles tous les mois, comme ça. Hein. Donc on va le faire pour que vous donniez une idée. Donc là, vous avez tous les jeux qui font les meilleures ventes, hein, vous voyez. Donc ça, vraiment, une très très bonne, des très très bons mois. Et là, ça redescend un peu pour Pokémon Go. Les bons mois ont été drivés par le fait qu'ils ont fait un événement, entre guillemets, qui a apporté beaucoup de valeur au jeu. Et pourquoi je vous disais justement que sur Ashoka, il faudra voir en septembre? Parce que vous voyez, là, vous avez en rouge les mauvaises notes, en vert les bonnes notes. D'accord? Vous voyez que ça a toujours été... Bon, Honor of King, c'est un jeu qui fait rager les gens. Hein. Donc, ils ont toujours été plutôt négatifs que positifs. Ça empêche pas de faire jouer à ce jeu. Hein. Et Tencent de beaucoup vendre. On est d'accord? Mais par contre, c'est vrai que depuis septembre et depuis la mise en place des vraies limitations en semaine pour les jeunes, la mise en place beaucoup plus poussée du contrôle par intelligence artificielle à travers le contrôle par reconnaissance faciale et tout, il y a une hausse très très importante des critiques. Hein, qui redescend un petit peu. Donc la question c'est est-ce que c'est certains joueurs qui se sont fait bannir et après ça va redescendre, ça va se renormaliser et il va y avoir quelque chose d'équilibré, ou est-ce que septembre va être catastrophique pour Ashoka et on va avoir une descente du chiffre d'affaires. Donc on verra ça le mois prochain. Mais c'est vraiment quelque chose d'intéressant pour ceux qui détiennent Tencent. Après, les premières infos d'août sont quand même positives pour nous. Elles sont pas excessivement positives, mais elles sont positives. Donc comparativement à ce que les valeurs ont perdu en valorisation, c'est quand même intéressant parce que vous êtes sur un truc où on vous disait en août c'est la fin du monde et vous voyez on était toujours en croissance sur les jeux de Tencent en août. Donc voilà, il y a des choses. En septembre ça va peut-être être un peu plus compliqué mais on va voir de combien. Si on descend pas de 25% le chiffre d'affaires en septembre, ça sera vraiment qu'on aura surpayé la crise. Hein, et qu'on aura fait descendre de beaucoup trop la valeur des géants du gaming chinois. Et c'est la même chose pour les autres, hein, c'est à peu près la même chose. Les données d'août sont plutôt encourageantes,
On va voir les données de septembre. Donc là, vous voyez, encore une fois, la Chine menace encore. Donc ça, c'est ce qui a fait un peu descendre. Après un rebond de 11% de la tech depuis le point bas en août. Ce qui a fait un peu redescendre la tech et surtout les milieux du jeu vidéo, c'est des infos de Reuters comme quoi les autorisations de nouveaux jeux en ligne allaient être interrompues. Qu'est-ce qui s'est passé très très rapidement et qui nous montre un peu que le gouvernement chinois il est quand même avec la carotte et le bâton. C'est que très rapidement, les médias officiels chinois ont communiqué en disant qu'il n'y avait pas de suspension mais qu'il allait avoir une limitation du nombre de jeux autorisés. Donc on va limiter le nombre de nouveaux jeux autorisés, mais on va continuer à autoriser ces jeux-là. Et que la limitation, elle sera surtout sur les jeux qui sont jugés trop addictifs ou ce genre de choses. Donc ça vous montre aussi que le gouvernement chinois, ils auraient très bien pu laisser la spéculation faire et pas communiquer en disant on va approuver les jeux qu'on veut comme on veut et puis c'est tout. Et là, le fait que la Chine communique pour aller soutenir le marché du jeu vidéo, ça montre un peu le question bâton-carotte que je vous explique depuis le début. Il y a quand même une volonté de la Chine de ne pas voir sa tech s'effondrer colossalement. Hein. Le but de la Chine, c'est quand même que ses valeurs montent et que ça prenne de l'ampleur dans le marché global. Donc, il y a quand même un travail à faire là-dessus. Et ça, c'est un très bon signe de la part des autorités chinoises parce qu'ils ont vraiment communiqué très très rapidement. En moins d'1h30, ils ont communiqué. Donc ça, quand il y a une communication aussi rapide en Chine, ça veut dire qu'au top niveau, il se passe quelque chose et il y a des volontés. Et donc là, vous êtes vraiment au top niveau, vous avez une vision que l'industrie du jeu vidéo, elle est lourdement touchée. Faut pas non plus la couler, quoi. C'est pas la volonté du Parti communiste chinois. Et ce genre d'informations, ça vous le prouve. Donc en tant qu'investisseur, c'est intéressant parce que tous ceux qui vous vendent en vous disant hey, ils vont supprimer le marché du jeu vidéo comme ils ont supprimé le marché de l'éducation et tout, pas du tout. Donc GameStop a publié ses résultats, donc vous les avez ici. Ah. Alors attendez, je vais m'approcher un peu parce que sinon je vais pas voir. Donc les résultats, vous voyez hardware en hausse. Bon bah ça c'est les consoles, hein, donc ça c'est normal. Hein. D'accord. Vous voyez que le software est en toute petite hausse, ça c'est les jeux vidéo. Ce qui est intéressant, c'est l'aspect collectible qui est en très très forte hausse, hein, même si c'est le plus petit business de comment s'appelle de GameStop. Hein. D'accord, donc la hausse des collectibles par rapport au Q2 2020, c'est 56%. Ça, c'est tout un nouveau business chez GameStop qui se met en place. Hein. C'est vraiment ce que je vous ai déjà raconté. C'est la volonté d'aller au-delà du jeu vidéo. Parce que comme le jeu vidéo va être de plus en plus digitalisé, il faut amener quelque chose. Et donc le but, c'est de faire des magasins GameStop ou des magasins Micromania, des endroits où les gens vont pour se relier à leur licence. Donc ils vont acheter une figurine, ils vont acheter un t-shirt, ils vont acheter ce genre de choses. Vous allez acheter plus que le jeu vidéo. Et quand vous venez pour acheter un jeu vidéo, vous venez pour acheter un objet extraordinaire. Donc plus le simple jeu vidéo basique, mais vous venez acheter un collector. Et ça, vous rentrez dans une nouvelle ère où GameStop a vraiment boosté ses efforts pour avoir des collectors exclusifs, ce genre de choses, et pour être dans l'exclusivité. C'est ce qui fait la différence avec les Amazon ou les choses comme ça, qui sont pas dans les collectors, mais qui sont plus dans le jeu au meilleur prix, ce genre de choses. Donc vous allez plus chercher vraiment forcément le prix, mais vous allez chercher l'actif unique. Donc ça, c'est le nouveau travail de GameStop, sous l'impulsion du CEO de Chiwi, hein, donc Ryan Cohen. Je vous ai expliqué, quand il y avait eu l'explosion de GameStop et la prise de participation de Ryan, son objectif. Donc en vous expliquant que c'était quelqu'un qui était focus client et focus en business en ligne et qui voulait absolument ramener GameStop dans une relation client qui est très très intéressante et qui est gagnante-gagnante. Donc faire des clients qui sont captifs de GameStop, qui ont envie d'aller chez GameStop, qui vont trouver des nouvelles choses chez GameStop et plus être juste dans la relation on vous rachète vos jeux vidéo pas cher, on vous les revend et on travaille comme ça. Mais vraiment créer quelque chose avec GameStop. Donc vraiment ça c'est des choses très très intéressantes hein, à mettre en place et que GameStop met en place. Ce qu'on voit c'est que tout ça, fait quand même remonter le chiffre d'affaires de quasiment 200 millions d'euros, de 200 millions de dollars. Donc c'est quand même très très intéressant. Hein. Quand on regarde un peu tout ce qu'ils ont fait aussi, bon, ils ont liquidé totalement leur dette en faisant une levée de fonds. Ils ont profité du cours de l'action qui est très très haut dû aux spéculations du Wall Street Bet, hein, qui permet à la boîte d'avoir un cours très très haut. Et surtout, qu'est-ce qui se passe Il se passe aussi qu'ils ont ouvert des nouveaux centres de distribution.
Donc ça, c'est pour améliorer leur capacité à aller très rapidement auprès du consommateur quand ils font un achat en ligne. Le but, c'est d'aller dans des envois et des réceptions en moins de 24 heures. D'accord. Donc c'est quand même très très agressif comme manière de faire. C'est aussi pour faire en sorte que quand il y a un lancement d'un jeu, les gens qui commandent en ligne reçoivent le jeu le jour du lancement et qu'il n'y ait plus de délai, de problématiques, ce genre de choses. Satisfaction client toujours. Ils ont ouvert aussi, ils vont ouvrir un nouveau service, un nouveau centre pour gérer le service client. Donc ça, c'est toujours dans le but d'être dans la satisfaction client, ce genre de choses. Donc ça vous montre que vraiment le CEO de Chewy est vraiment toujours là-dedans, dans la satisfaction du client et tout ça. Donc ça, c'est très très intéressant pour GameStop, même si ils ont fait un peu plus de pertes que prévu ce trimestre-là. Bon, le cash flow, il est légèrement négatif. Bon, ça a toujours été une boîte qui a fait son cash flow positif vers Noël et qui a fait tout le reste en cash flow négatif. Là, il est légèrement négatif alors qu'ils ont fait beaucoup d'investissements. Avec le online, ils espèrent réussir à trouver une certaine stabilité et ce genre de choses. Donc c'est vraiment des choses qui sont très 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 intéressantes. Hein. Ça vous montre aussi que malgré le fait que GameStop ça soit surévalué, je vous dis pas que c'est pas cher à l'heure actuelle ou ce genre de choses, mais ça montre aussi que l'apport en cash qui a eu lieu chez GameStop avec la spéculation, il a été transformé par l'entreprise et une entreprise qu'on donnait comme quasiment morte et relisez ce qu'on lisait il y a 4 ou 5 ans, mais même moi je vous disais que cette entreprise elle aurait du mal à renaître. Et en fait, quand vous avez énormément de cash qui est injecté dans une entreprise qui est en difficulté, vous avez quand même une capacité à la retourner. Donc c'est toujours la même chose, c'est une question de capacité d'investissement. Après, c'est toujours compliqué parce que si vous avez une valeur qui fait, mettons, 500 millions de market cap, qu'il faut injecter 3 milliards pour la faire se retourner et que peut-être à la fin elle vaudra 4-5 si le retournement est bon, le risk-reward pour les marchés, il est très très faible. Et du coup, il n'y a personne qui va essayer de retourner la boîte, sauf en l'achetant vraiment au tribunal le moins cher possible. Et en ayant les dettes qui sont soldées par le tribunal. Mais sinon, voilà. Mais là, le côté positif d'avoir ces valeurs qui s'explosent de Wall Street Bets, c'est qu'elles peuvent lever de l'argent à des valorisations très très hautes et elles ont une capacité de se retourner et de recréer un nouveau business. Est-ce que AMC va être capable de faire pareil? Peut-être d'ailleurs que même GameStop avec le CEO de Chewy, ils vont être capables de créer de la valeur et peut-être que dans 2-3 ans, l'action elle vaudra les 150 dollars qu'elle a actuellement. Vous pouvez pas savoir. C'est pour ça aussi qu'être short sur une valeur, ça se travaille vraiment de manière considérable. Parce que ceux qui ont trouvé que GameStop, c'était une valeur, entre guillemets, qui était trop chère il y a un an, en disant c'est de la spéculation et tout. Déjà, elle est toujours chère, donc ils n'ont pas forcément gagné, sauf s'ils l'ont shorté au top du top. Hein, d'accord. Mais surtout, ils commencent à avoir le temps qui joue largement contre eux. Parce que l'action est toujours pas retombée, donc ils n'ont toujours pas gagné. Plus le temps passe, plus ça leur coûte de l'argent de maintenir leur short. Et surtout, plus le temps passe, plus la boîte, elle s'améliore aussi. Donc ça vous montre que le business de shorter une action, c'est très très compliqué. C'est quelque chose que vous pouvez faire à court terme, mais shorter une action sur du long terme pour un cycle, en disant le cycle de la société il est mauvais, je vais shorter une action, c'est assez compliqué. Quand il y a un retournement de cycle, vous pouvez très vite perdre votre chemise. Donc ça, il faut faire attention. Donc voilà. Au niveau du soldat GME, est-ce qu'il est sauvé? Je ne serais pas capable de vous le dire, mais il y a quand même des choses qui vont dans le bon sens. Il pousse dans les goodies. Quand vous allez dans un Micromania maintenant en France, qui est la marque de GameStop, voilà, vous avez de plus en plus de services, de réparations, ce genre de choses. Vous avez de plus en plus de choses qui sont poussées par abonnement. Donc la nouvelle console de Microsoft par abonnement, ce genre de choses. Vous avez de plus en plus d'objets collector, voilà. Il y a des rumeurs qui ont circulé aussi que GameStop pourrait se lancer dans les NFT en liant ses collectors à des NFT et en créant tout un aspect un peu intéressant pour les éditeurs. Donc les éditeurs iraient se décharger de la gestion du collector et de la création et de la vente des aspects collector d'un jeu auprès de GameStop qui gérait la création du collector, les figurines, les machins et l'acheminement jusqu'au client. Parce que c'est vrai que le problème du collector à l'heure actuelle, c'est quand vous êtes Ubisoft, d'accord, vous avez votre propre boutique qui s'appelle Ubishop, d'accord, et vous allez vendre vos collectors en direct. Ça vous permet de mieux capter la marge.
Mais il se passe quoi? Il se passe que des jeux collector, vous n'en avez pas tant que ça à faire. Vous en faites quelques-uns par an. Donc vous maximisez pas forcément la compétence de vos équipes et tout ça. Et quand vous devez envoyer des gros collectors qui coûtent très cher, il y a un problème de gestion du transporteur, de problème du fait que les figurines soient cassées, ce genre de choses. Si vous outsourcez ça à quelqu'un comme GameStop, qui a des relais pour mettre en vente au niveau local ce genre de choses, et qui connaît ce problème de logistique parce qu'il doit toujours amener du flux de matériel à ses magasins. Et il doit l'amener en faisant en sorte que ce matériel soit pas cassé. Bah forcément, vous allez vous décharger d'une partie de la complexité. Et donc ce qui pourrait se passer pour GameStop, c'est que GameStop pourrait être sauvé dans le sens où GameStop apporterait le relais local aux éditeurs pour tout ce qui est l'aspect gestion du collector et gestion des goodies autour des licences. Donc les peluches, les t-shirts, ce genre de choses. Donc ça, c'est des choses qui sont intéressantes qu'il faudra voir pour GameStop. Parce que c'est peut-être le moyen de se sauver. Sachant que comme c'est le seul retailer de spécialité dans le gaming qui est resté et que tous les autres ont quasiment fait faillite ou sont en train de faire faillite, bah forcément il va tirer profit de cette solidité et du fait d'avoir un peu un monopole en étant le seul retailer de spécialité. Donc ça pour nous c'est très très intéressant. Donc voilà, c'est quelque chose à suivre. Et ça vous montre que même quand on est quasiment mort, on peut toujours rebondir en bourse. Et même en entreprise. Vous avez maintenant le nombre d'heures vues sur Twitch et sur Facebook. Donc vous voyez que Facebook Gaming, ça explose de plus en plus. Il y a vraiment une traction qui est très très forte sur Facebook Gaming. Je vous ai expliqué que leur plateforme de cloud gaming aussi était quelque chose de très très intéressant qui était lié sur le mobile. Ils ont beaucoup tâtonné Facebook. Ils ont dépensé beaucoup d'argent pour se mettre dans le streaming et dans le cloud gaming. Et là, ils semblent vraiment avoir trouvé leur niche et avoir trouvé leur manière de faire. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Il y a une hausse de 20% year over year pour Twitch. Donc c'est toujours une forte croissance. Ce qu'on voit aussi qui est intéressant et ce que je vous montre et ce que je cherche à vous faire comprendre depuis un certain temps aussi, hein, c'est quoi? C'est que là on voit que Apex a très bien réussi sa mise à jour et son extension. D'accord? Pourquoi? Parce que vous êtes passé à 86 millions d'heures regardées, qui est une hausse de 103%. Donc ça vous montre que EA a réussi l'extension d'Apex. Donc ça va sûrement ramener des revenus. Vous avez Minecraft qui est remonté, Fortnite qui est un peu remonté, vous avez une forte descente de Call of Duty, de Counter-Strike, de Dota, une petite descente et une petite descente de Valorant. Toujours la même chose pour Riot Games, vous avez toujours le côté positif, League of Legends qui est toujours très haut, et Valorant qui est toujours dans les alentours de entre 70 et 80 millions. Et le but, ça serait de faire de Valorant quelque chose qui passe toujours au-dessus des 100 millions d'heures regardées et d'avoir 2 jeux dans le top 5 et de très loin. Et donc, ça, c'est très très intéressant pour Riot Games. Là, autre chose, j'en ai profité, c'est le nombre d'heures regardées sur les MMO. Et donc, ce que vous voyez, c'est que World of Warcraft, qui est tout en haut depuis très très longtemps, hein, d'accord, depuis, si on reprend les graphes des années précédentes, il a quasiment jamais été dépassé, sauf une ou deux fois. Et là, vous voyez que depuis un certain temps, Square Enix fait une superbe performance avec Final Fantasy XV, hein. Et donc c'est vraiment quelque chose à surveiller parce que ça pourrait être un gros driver de revenus à long terme pour Final Fantasy, pour Square Enix. C'est la performance de Final Fantasy XV et la capacité à installer le nombre de joueurs qui jouent à Final Fantasy XV qui aurait beaucoup augmenté ces derniers mois. Et donc vraiment ça c'est quelque chose d'intéressant pour la firme japonaise, hein. Parce que c'est vraiment quelque chose que vous pouvez, s'ils arrivent à conserver les joueurs dans le temps, ça vous donne un revenu récurrent tous les mois et c'est vraiment très 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 intéressant. Après, pareil, dans Parlons Gaming, vous avez l'upgrade graphique des jeux Sony de la PS4 vers la PS5 qui vont coûter 10$. Ça, c'est bien les jeux Sony, édités par Sony, sauf le nouveau Horizon, qui aura une annonce de mise à jour gratuite. D'autres studios ont annoncé, comme Ubisoft, des mises à jour gratuites. Donc, voilà. Take-Two qui a annoncé qu'il respectera sa guidance grâce aux ventes de son back catalogue et à l'arrivée de Touquet 2022. D'accord. Malgré le fait qu'il décale GTA V.
Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire quand même que la traction sur le catalogue, elle est très importante, que la vision sur la capacité de délivrer de la valeur sur Touquet, elle est toujours là. Donc que la boîte, voilà, elle va respecter ses guidance, malgré le fait qu'il y ait des cas GTA. Par contre, ça veut dire que les années d'après, il va y avoir GTA en plus. Et donc que la guidance, peut-être de long terme, elle va être revue très prochainement. Donc ça, c'est des choses qu'il va falloir regarder. Vous avez Dontnod qui se lance dans le Full Remote Organization. Donc ça, c'était quelque chose qui avait été voté en 2020 par les salariés de Dontnod pour pouvoir travailler en full remote. L'intérêt, c'est quoi? C'est de limiter les espaces loués par Dontnod à Paris, donc de faire des économies et de travailler sur justement cette capacité d'avoir des développeurs un peu partout et de travailler à distance. Donc il faudra voir s'ils arrivent vraiment à le mettre en place, s'ils sont obligés de revenir en arrière ou pas. S'ils arrivent vraiment à le mettre en place et à avoir toujours une qualité des jeux et quelque chose comme ça peut être très très intéressant parce que beaucoup de studios ont fait l'essai et beaucoup sont revenus en arrière. Pourtant, c'est quelque chose qui marche dans beaucoup de startups et qui a une très forte valeur parce que du coup, quand vous êtes à même de contrôler vos effectifs et de leur faire créer des choses, même s'ils sont à distance, vous faites des sacrées économies sur le foncier, ce genre de choses. Et en plus, vous avez une capacité de recruter des gens et de les payer un peu moins cher parce que des fois, vous allez recruter du coup des gens qui sont dans des pays en développement, ce genre de choses qui vont vous coûter moins cher que si vous recrutez des Parisiens. Donc ça, c'est des choses qui sont très très intéressantes. Et après, vous avez Stillfront qui rachète le studio de jeux mobile GeoWacker pour 205 millions de dollars. Vous avez autre chose aussi, vous avez Paradox qui est sur des accusations de discrimination qui sont rapportées par Breakit, un média finlandais. Donc ça, bah, encore une fois, ça vous montre que dans le domaine du gaming, c'est un peu tout le monde. Ça vous explique aussi pourquoi ils ont viré la CEO il y a quelques semaines. Donc c'est vraiment qu'il y a des choses pas très nettes qui se passent chez Paradox. Voilà. Pour Stillfront, on va voir un petit truc intéressant. C'est quelque chose que vous montre toujours dans le mobile, hein, d'accord. Donc là, vous avez un des slides d'acquisition de Stillfront. Je vous encourage à aller voir les slides. Qu'est-ce qu'on voit qui est intéressant? C'est juste l'angle exceptionally strong cohort que je veux que vous compreniez, d'accord. Donc là, vous avez la cohorte de joueurs. Donc vous avez la cohorte de joueurs de 2015, c'est la cohorte tout en bas, d'accord. Et ce que vous voyez, c'est que la cohorte de joueurs de 2015 joue plus maintenant qu'au début. Et ça, c'est très très intéressant dans le gaming. Quand vous avez une cohorte de joueurs, et même en dehors du gaming, prenez toute la tech. Si vous prenez un peu mes vidéos à l'époque de l'IPO de Deliveroo, de ce genre de choses, c'est toujours pareil. Si vous avez une cohorte, que vous avez un service que vous avez créé en ligne, mettons en 2015, et que vos utilisateurs que vous avez recrutés en 2015, ils sont toujours là en 2020, et ils consomment plus en 2020 qu'en 2015, vous êtes sur un business exceptionnel. Pourquoi? Parce que ça veut dire que vous avez la croissance au sein de votre cohorte, et vous avez la croissance du nombre de vos utilisateurs. Vous avez une double croissance. Donc vous avez un effet composé de croissance qui va être colossal. Et ça, c'est le business de beaucoup, beaucoup, beaucoup de super entreprises. Amazon, vous avez la croissance de la dépense des cohortes, le fait que les cohortes qui sont très vieilles continuent à être sur la plateforme et à dépenser de plus en plus. Facebook, la hausse du revenu par client, elle correspond à la hausse du vieillissement de la cohorte parce qu'on a de plus en plus de données sur les clients, donc on peut de mieux en mieux cibler. Et vous prenez tous les business, Google, pareil, il s'est passé la même chose. Netflix, la même chose. Le temps passé par les cohortes recrutées au début, il est plus important que le temps passé la première année. Donc ça veut dire que les gens, ils restent clients de Netflix, que le churn de Netflix, il est tout petit, et donc c'est un avantage concurrentiel très fort. C'est ce qu'essaye d'aller concurrencer Disney. Mais si vous regardez le churn de Canal+, si vous regardez le churn de toutes les autres applications de SVOD, vous êtes largement au-dessus de ce que fait Netflix. Donc c'est un avantage concurrentiel. Ces systèmes de cohortes au 21e siècle, il faut les comprendre quand on est investisseur et il faut les analyser. Parce que ces cohortes, elles ont énormément d'importance. Et là, ce que vous voyez, c'est que Stillfront a acquis un jeu mobile, un éditeur mobile qui ne perd pas d'utilisateurs dans le temps, ou très peu. Et les utilisateurs qui sont perdus dans une cohorte, ils sont compensés par la hausse de l'utilisation des jeux vidéo par le reste de la cohorte. Vous voyez, chaque année, c'est comme ça.
les cohortes débutent là. Après, elles prennent, ça dépend du moment où votre cohorte elle a été créée. Hein. Et vous voyez, à chaque fois, c'est la même chose. La cohorte, elle commence, elle est petite, et elle prend de l'importance avec le temps. Parce que les gens, ils sont contents des jeux, donc ils y jouent de plus en plus. Vraiment, ça, je veux que vous reteniez ce principe de cohorte. C'est vraiment un principe clé de l'investissement maintenant. Hein. C'est un principe qu'on explique beaucoup dans le private equity, qu'on explique assez peu en bourse, mais allez travailler votre cohorte. Parce que si vous avez une action qui a un PER de 30, qui est en forte croissance, et qui a une croissance qui est due à une hausse du nombre d'utilisateurs, et une hausse des dépenses des anciens utilisateurs, donc de sa cohorte, et une hausse de l'utilisation de ce service par ses anciennes cohortes, vous vous en foutez de payer 30 fois. La croissance, elle va être considérable. Surtout si vous avez une capacité de voir que ça va tenir dans le temps. Donc voilà, on va passer aux questions. Est-ce que vous avez des questions, du coup? Après, on peut s'arrêter là s'il n'y a pas de questions. Moi, ça me dérange pas non plus. D'habitude, vous avez toujours plein de questions. Je vais attendre un petit peu pour voir s'il y a des petites questions. Et on parle pas de valeurs qui sont détenues dans New Tech Insider, donc on parlera pas de focus. On fera pas d'analyse détaillée dessus. Je suis désolé. Si t'es client New Tech Insider, tu peux m'envoyer un petit mail. Tu l'envoies à la rédaction de New Tech Insider et je te dirai ce que j'en pense et pourquoi est-ce que voilà, ce genre de choses. Après, d'une manière générale, me dites pas on a une action en portefeuille, ça fait 6 mois qu'elle a rien fait. S'il vous plaît. D'accord. Les enfants, quand ils ont 3 mois, tous les jours ils grandissent et vous voyez tous les jours leur progression. Quand ils ont 5 ans, vous n'allez pas voir le médecin en disant putain, ça fait un mois que je regarde mon gamin, il a pas pris 1 centimètre. Vous laissez du temps, tu vois. Donc là, c'est pareil. Les actions, c'est la même chose. C'est pas parce que ça fait 3-4 mois que ça fait pas le temps, quoi. Le temps. C'est comme quand vous plantez un arbre. C'est facile de voir les premières tiges, la tige pousser au début, les premières fleurs, les premières feuilles. Mais vraiment, voir l'arbre se développer, ça prend du temps. Bah là, c'est la même chose dans une boîte. Hein. Et si vous voulez toujours être dans des boîtes où vous êtes sur des explosions au cours de bourse, ça monte. Et puis tous les jours, ça prend 5% et tout. Vous aurez du mal à tenir dans le temps. C'est épuisant d'être toujours sur des boîtes qui sont tout le temps en train de monter, ce genre de choses. Ça veut dire qu'il faut toujours chercher des nouvelles boîtes, toujours machin. C'est un vrai travail. Et c'est un travail que s'il est fait correctement pour pas perdre d'argent et pour vraiment gagner dans le temps et gagner beaucoup d'argent dans le temps, c'est un travail qui est épuisant. Et c'est un travail où vous n'allez pas toujours avoir des nouveaux dossiers tous les 4 matins. Hein. Le marché, il a été très gentil avec nous ces 2 dernières années. Donc il y en a beaucoup qui sont un peu trop avides. Mais il faut jamais être trop avide avec le marché. Sinon, il vient, il vous met une torgnole et vous perdez tout ce que vous avez gagné. Possible démantèlement de la super app de Alibaba. Ton avis là-dessus? Eh ben, je suis heureux de vous annoncer qu'on va faire bientôt une conférence sur la Chine, hein, en 2 parties. Une un peu publique et une un peu privée. Donc je vous donnerai le lien pour vous inscrire à la conférence. Et on parlera justement de ça, des super apps et tout. Après, je vous dirai là, ce que le gouvernement chinois il a choisi de faire. C'est quoi? C'est en fait, on va s'expliquer. Les super apps chinoises, c'est quoi? C'est un truc qui est très asiatique, les super apps. C'est vous avez une app à partir d'une application de base et vous allez rajouter plein de services dedans. Donc typiquement, pour vous, on va faire simple. Une super app qui pourrait exister, c'est Uber. Vous avez Uber, les taxis. Vous l'utilisez surtout pour ça. Ils rajoutent Uber Eats dedans. Et vous avez le choix
quand vous ouvrez l'application, soit ça vous propose de prendre un taxi, soit ça vous propose de commander à bouffer. Bah ça, c'est une super app. Et plus vous avez créé de choses dedans, plus le nombre de services qu'il va y avoir est important. Il y a un défaut à ça, c'est la complexité. C'est-à-dire plus la super app a de sous-applications, plus l'UX, entre guillemets, et l'utilisation de l'app est complexe. C'est pour ça qu'en Occident, on n'a pas beaucoup de super apps, ou qu'elles sont très très limitées à certains secteurs. Mais vous avez un très gros avantage. C'est quoi le très gros avantage des super apps? C'est que par contre, vous avez une traction, c'est-à-dire que les utilisateurs qui utilisaient l'app Uber pour prendre des VTC, bah, du jour au lendemain, ils vont avoir la possibilité de commander à manger. Et ils vont essayer. Et donc, vous allez avoir une traction d'utilisateurs. Bon, alors là, ce que le Parti communiste demande à Alibaba, c'est quoi? C'est en fait sur Alipay, vous avez l'app de paiement et tous les services financiers de banque qu'a créé Alibaba, ils l'ont et qui sont dans Ant Financial, d'accord? Ils l'ont mis dans cette super app. Ça veut dire vous voulez faire un crédit, vous êtes dans la super app, vous pouvez faire un crédit. Et instantanément, la super app, elle sait dire, elle sait vous screener parce que comme elle sait vos dépenses, elle sait si vous êtes un client fidèle, un client qui fait trop de dépenses, qui a un achat compulsif, ce genre de choses. Et donc, elle sait vous mettre un scoring. Ce qu'a demandé le gouvernement chinois, c'est pas justement que ce scoring disparaisse, mais c'est que par contre, pour faire la demande de crédit, il faudra passer par une app dédiée qui sera extraite de Ant Financial. Pourquoi? Parce que du coup, cette app, il faudra la télécharger. Ant Financial ne pourra plus vous dire, vous voulez faire des crédits, appuyez là et ça va se faire tout seul. Non, non, il faudra qu'ils disent, vous voulez faire des crédits, allez sur le store, chercher une app de crédit, et du coup, bah forcément, quand les gens vont chercher crédit sur le store de Google, va y avoir des concurrents qui vont apparaître. Donc la concurrence va être un peu plus grande. Après, attention, l'avantage concurrentiel de Alibaba, il sera toujours là. C'est-à-dire que l'utilisation des données qui sont issues de HandPay sera toujours possible pour la nouvelle app d'emprunt de Alibaba. Donc ça, il y aura toujours un avantage concurrentiel. Après, le but, c'est quoi? Le but du gouvernement chinois, pour ceux qui n'ont pas compris, c'est quoi? C'est de plus avoir de monopole, mais c'est d'avoir des oligopoles. Et d'avoir des oligopoles qui respectent leurs sous-traitants. Voilà, c'est ce que veut le gouvernement chinois. Donc par exemple, c'est avoir plusieurs apps de livraison de nourriture et avoir des gens qui sont réglo avec les restaurants. C'est-à-dire qu'ils vont pas tordre le coût des restaurants tout le temps en leur disant « Moi j'ai 80% du marché chinois, tu veux vendre en ligne, tu es obligé de passer par moi, je veux prendre 50% de ton revenu. » Non, non. Ils veulent des trucs plus ou moins équilibrés. Or, c'est vrai qu'il commençait à y avoir des comportements un peu de dumping et anti-compétitifs en Chine. Donc le gouvernement a mis le haut là. Est-ce que ça veut dire qu'ils vont tout faire exploser et qu'il n'y aura plus de valeur pour les géants de la tech chinoise? Pas du tout. Ça veut dire que par contre, Tencent, ils vont y avoir peut-être un peu moins de part de marché dans le gaming. Alibaba va prendre de la part de marché dans le gaming. Mais en contrepartie, bah, Alibaba va perdre un peu de part de marché dans le crédit en ligne. Et Tencent va gagner de la part de marché dans le crédit en ligne. Et il y a des choses comme ça qui vont se mettre en place. Voilà. Donc c'est un avis un peu rapide. Tu as un avis sur Polkadot. Sur le long terme, tu y vois un avenir. Oui, c'est une valeur qui est intéressante. Après, Polkadot, moi, c'est quelque chose que j'ai arbitré. Je préfère Avalanche à Polkadot, dans le même style de blockchain. Après, c'est une très très bonne blockchain. J'en ai détenu pendant longtemps. J'en détiens toujours encore du Polkadot. Mais je trouvais qu'il y avait plus de valeur sur Avalanche. Donc j'ai pris des Avalanches. Ça fait quelques mois déjà. Donc voilà. Que penses-tu dans les investissements de sociétés en dividendes, en opposition à les actions de croissance? Je pense que le dividende, le problème en France, c'est quoi? Tu as deux points de problème à ton dividende. C'est que quand tu touches un dividende, tu perds déjà minimum ta CSG. Donc 19,6, c'est pas pour toi, c'est pour l'État français. Donc dès qu'on t'enlève quelque chose, forcément, c'est quelque chose sur lequel tu vas pas composer dans le temps. Hein. C'est-à-dire si la boîte réinvestit tout, et si la boîte le fait correctement, bah c'est censé composer en fait. Et donc chaque année, tu vas composer avec ce que la boîte a réinvesti les années d'après et ça monte comme ça. Ça, c'est la vision un peu Amazon. Donc moi déjà, je préfère pas des dividendes, mais je préfère des rachats d'actions. Pourquoi? Parce que quand tu es dans un PEA, ce qui est la meilleure chose que je vous dis de faire quand vous êtes sur des valeurs européennes, si la boîte a 100 actions, que, mettons, son capital c'est 100 euros, d'accord? La valeur de ses actions c'est 1 euro. Elle a 10 euros de résultat. Il y a deux moyens pour la boîte de vous offrir ce résultat. Soit elle rachète pour 10 euros d'action et les annule. Donc il n'y aura plus que 90 euros d'action.
soit elle vous donne 10 euros de dividende. Si elle vous donne 10 euros de dividende, elle a enlevé 10 euros de capital dans la société, c'est fini. Voilà. Elle vous les a donnés, l'État il aura pris 2 euros, vous en tant qu'actionnaire vous aurez empoché 8 euros. D'accord? Si la boîte, mettons, elle décide de vendre, d'enlever 10 actions. Elle les rachète. Ça lui a coûté 10 euros. Elle les annule. Il n'y a plus que 90 actions. Mettons qu'avant, d'accord, mettons qu'avant, vous aviez 10% du capital. D'accord? Donc vous aviez 10 actions. Donc maintenant, vous avez plus que 90 actions, d'accord? Donc au lieu d'avoir 10% du capital, vous en avez 11%. Enfin 11,11 pour être exact. D'accord? Imaginons que vous voulez quand même vous protéger. Ce que vous pouvez faire, c'est vendre. Comment ça s'appelle? Vendre une action 11. D'accord? Et vous êtes toujours à 10% de détention de la société. Ça ne change rien pour vous. Vous allez toucher combien? Si on est toujours à 1 euro l'action, vous allez toucher 1,1 euro. Si vous aviez eu du dividende en ayant 10% de la société, vous auriez touché 1 euro de dividende. Et en fait, vous auriez touché un peu moins parce que vous auriez touché 0,80. Donc en fait, pour vous qui êtes en PEA, c'est toujours plus intéressant les rachats d'actions, quitte à vendre une action de la société après, que les actions à dividende. Si vous n'êtes pas dans le PEA, c'est un peu différent. D'accord? C'est un peu différent, ça se calcule de manière différemment. Et surtout, autre chose, c'est que pour la société, d'avoir acheté des actions, ça fait diminuer le nombre d'actions dans son capital. Donc ça veut dire que si par exemple, elle veut qu'on soit toujours à 100 actions dans son capital après, si elle a 90, elle peut se dire, je peux réémettre 10 actions, donc aller chercher 10 euros de capital. Donc si j'ai une acquisition à faire à n'importe quel moment, j'émets ces 10 actions, je paye le reste en cash ou en dette, et j'ai pas maximisé ma tension financière, et j'ai utilisé le levier de la bourse. Et ça, beaucoup d'entreprises européennes le font pas, malheureusement. Mais c'est une des grandes sources de valeur du Nasdaq, par exemple. C'est que les entreprises du Nasdaq, elles sont tout le temps en train de racheter, d'annuler des actions et d'en émettre. Et ça leur permet de faire des opérations financières. D'accord? Donc ça, c'est vraiment très très intéressant, il faut le comprendre. Donc moi, je ne suis pas attaché aux sociétés à dividendes. Après, si j'ai des dividendes, je crache pas dessus, je les prends. Hein, je vais pas... Voilà. Mais effectivement, je ne cherche pas les dividendes. Parce que je pense que c'est plutôt de la destruction de valeur, les dividendes. Voilà. C'est ma vision. Après, il y en a qui ont d'autres visions. Je trouve que par contre, c'est intéressant les dividendes exclusivement si vous les achetez à crédit. Mais attention, parce que si vous achetez à crédit des dividendes, si l'action en question sur laquelle vous avez investi, elle ne verse plus de dividendes, ou s'il y a une problématique, ou ce genre de choses, ça peut très vite se retourner contre vous. Donc c'est un montage qui est très très risqué d'acheter des actions à dividendes. C'est un peu comme de l'immobilier. Donc vous êtes dans quelque chose qui peut très vite mal tourner et vous faire perdre beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Donc il faut le faire en étant, quand vous faites ça, acheter des actions à dividendes à crédit, il faut le faire en étant très diversifié, sectoriellement et sur beaucoup d'actifs différents. Et il faut le faire en ayant quand même une capacité d'avoir du capital à côté pour vous couvrir en cas de problématique. Et vous dire que vous n'allez pas juste vous faire exploser par la banque et partir en faillite. Hein, parce que sinon, ça peut vous coûter très très cher. Voilà. As-tu décidé... Les App Store, c'était la semaine dernière, il me semble. Je t'invite à aller sur la chaîne YouTube. Donc, je vais te mettre le lien. Hop là, je vais vous le mettre. Opportunité techno. Hop là, comme ça, je vais vous mettre le lien sur. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et tout ça. J'ai commencé à répondre à quelques questions qu'il y avait sur la chaîne. Hein, donc, pour faire comme sur Agora. Donc voilà. Donc voilà, et je pense que c'est sur une des vidéos des semaines précédentes, j'en ai parlé. J'avais mis à peu près en vous disant que le risque il était plus important pour Apple que pour Google, ce genre de choses, j'avais bien détaillé. Donc il y avait tout qui était déjà expliqué. Voilà. Y a-t-il un risque Alors, attends, ouais. Bonjour Token. Y a-t-il un risque que le gouvernement chinois fasse
La même chose sur les super apps de Tencent. Oui, il y a un risque que ça arrive sur les super apps de Tencent aussi. Ça arrivera chez tout le monde, hein. Mais en fait, quand vous allez demander à tout le monde de faire travailler sa super app, de la découper un peu, bah la part de marché que Tencent va perdre là, elle va la gagner sur un autre secteur. Et en fait, le but c'est, au lieu d'avoir des monopoles, c'est d'avoir des oligopoles. Donc ce qu'une boîte va perdre sur un secteur, elle va gagner sur un autre. Je pense que c'est comme ça que ça va finir, hein. Super explication, merci. Et ben, je suis très content, Togris, hein, c'est le but de vous expliquer ça. Ben, si on parle crypto, un avis sur EGLD, stop. C'est une très bonne crypto, mais c'est une crypto qu'il fallait détenir à l'époque de l'airdrop. Quand ils vous donnaient les parts dans leur exchange. C'était il y a quelques mois. Là, c'est un peu cher maintenant. Enfin, moi, je l'achète encore un peu en DCA, mais parce que j'en ai. La grosse partie de la position, elle a été constituée il y a longtemps, et que je la stack. Hein. Mais fallait plus l'acheter quand elle était en dessous de 100 que maintenant, hein. Parce que maintenant, c'est vrai que ça commence à être un peu cher. De toute façon, je vous dirais que maintenant, je suis plus à l'aise sur DCA, du Solana, de l'Ethereum, du Bitcoin et du Cardano, ce genre de choses, que d'aller DCA des trucs qui ont explosé et qui sont ultra chers pour leur place, hein. Par exemple, Avalanche, pendant des mois et des mois, j'en achetais. Maintenant, j'en achète plus, hein. À 90 $ le coin, je vais pas en acheter, hein. Je vais pas forcément en vendre, parce que je pense qu'il y a encore du potentiel. Mais acheter à 90 $, pour quelqu'un qui veut garder à long terme comme moi, je préfère attendre en me disant peut-être ça va aller à 200, je vais les vendre. Peut-être ça va redescendre à 10 et je vais en racheter d'autres. Mais voilà. Moi d'ailleurs, j'en ai un peu vendu des avalanches. Pour être tout à fait honnête, j'en ai un tout petit peu vendu. Alors, DCA sur les cryptos, c'est très simple. C'est comme les actions. C'est en fait, vous vous dites, tous les mois, je vais investir X euros sur telle crypto, que le cours il soit haut ou que le cours il soit bas. D'accord? Et ça vous permet de vous dire le cycle. Comme dans les cryptos, vous avez un très fort cycle. D'accord? Que vous avez des choses qui montent de 300% et qui descendent de 80%. Bah, ça vous permet de vous dire le cycle, je m'en fous. Parce que si j'achète cher ce mois-ci, peut-être que dans un an, j'achèterai pas cher. Et à la fin, ça va s'équilibrer. Après, attention, hein, je vous conseille pas de DCA sur des merdouilles du fin fond du classement de CoinMarketCap, hein. Si vous voulez faire du DCA, constituez-vous une vraie poche de crypto. Donc faites du DCA sur Ethereum, faites du DCA sur Solana, sur Bitcoin, sur Binance Coin, ce genre de choses. Mais faites du DCA sur quelque chose d'un minimum solide dans le temps, hein. Ne faites pas du DCA sur un truc qui a pump de 300% ces dernières semaines et qui peut se recasser la gueule de 80% derrière. Et après, quand vous avez fait votre DCA, ce que vous pouvez faire, c'est quand vous êtes en bas de cycle et que vous voulez acheter un peu des coins un peu plus olé olé, vous vendez un peu le DCA qui a le mieux marché. Donc typiquement, si Bitcoin par exemple il a pris un peu plus de dominance et qu'il a moins baissé que le reste du marché dans la phase de baisse, vous vendez un peu des Bitcoins et vous allez racheter de l'avalanche, des trucs comme ça. Et ça vous permet d'avoir un truc qui s'auto-entretient dans le temps et qui se travaille tout seul. Sans être dans un truc de trading très compliqué avec on est sur quel MM, machin, là il y a une résistance, un machin, un truc, et bah non, pas de ça. Simple, simple, efficace. D'accord? Donc quand vous faites comme ça, bah voilà. Moi quand c'était le bas de cycle là cet été, j'ai vendu un peu, je crois que le truc qui avait le mieux résisté c'était le Bitcoin. Je sais plus, dans mon portefeuille. Ou c'était peut-être le Binance Coin, enfin j'en sais rien. Mais il y a un truc qui avait mieux résisté que les autres. Bah j'en ai vendu un petit peu et j'ai racheté du reste. Voilà. Et là c'est pareil. Là je trouve qu'il y a des trucs qui ont bien pump. Genre l'avalanche, les trucs comme ça, j'en ai vendu un petit peu. J'ai racheté de l'Ethereum que je mets en stacking et du Solana que je mets en stacking. Voilà. Ou du Bitcoin. Mais j'en ai très peu acheté du Bitcoin là. Mais je le mets en stacking aussi. Et donc si on redescend un peu, bah, je revendrai peut-être du Solana, de l'Ethereum ou ce genre de choses pour acheter de l'avalanche. Et j'ai les trucs qui se... Voilà, ça se met à jour comme ça. Alors, je capte pas 300% de la valeur du marché crypto, je fais pas 6000% par an sur les cryptos, mais je fais un très bon score et je me stresse pas trop. Et je suis pas en levier 150 000 et je me fais jamais éjecter du marché, quoi. Et moi, je suis dans le marché depuis 2000...
Alors attendez. Première année d'Epitech, donc ça fait... Ça fait quel âge? Ah, ça fait 10 ans à peu près. Ouais, c'est ça, ça fait 10 ans. Et je me suis jamais fait strike un seul compte. Jamais j'ai cassé un compte de trading. Rien, jamais. Ça m'est déjà pas arrivé sur les actions. J'ai eu des trucs dangereux sur mes actions et ça m'a fait prendre conscience qu'il fallait que je joue un peu autrement en bourse. Mais sur mes cryptos, depuis le début, j'ai toujours été safe comme ça. Mon stacking, je le fais sur le plus d'endroits possible. Pourquoi? Parce que le stacking, c'est quand même quelque chose qui vous donne un très fort taux de rendement. Qui dit fort taux de rendement dit quand même risque. Peut y avoir des risques de hack en plus. Donc essayez d'éparpiller vos stackings le plus possible. Ne stackez pas tout sur Binance. Hein. Mais essayez de stacker en propre. Donc sur des chaînes comme Aave, voilà, sur des sidechains, sur d'autres supports. Allez, moi j'ai beaucoup de services de stacking. Facilement, je dois en avoir plus d'une dizaine. Parce que comme ça, j'étale mon risque. Après, les services de stacking trop récents ou qui vous promettent 15% au lieu de 10% chez les autres, ça je fais pas moi. Ça m'intéresse pas. Mais tous les services de stacking qui sont plus ou moins reconnus et qui sont dans des bornes de stack qui sont assez proches, généralement j'ai un compte et je mets à stacker. Ouais, 90%. Ouais, mais 90% dans les cryptos achètent quand les autres vendent leur plus-value. Oui, oui, oui. Voilà. Je pense que ce n'est pas fini avec EGLD. Bon, je n'y connais pas grand-chose en crypto, j'admets. Moi, il y a encore beaucoup de choses à faire sur EGLD, donc on verra avec le temps. Peut-on estimer l'impact de la décision de la justice américaine sur l'App Store pour Epic Games? Des millions de dollars de gagnés. Voilà. Mais ça, c'est pour tous les développeurs américains. Et même tous les développeurs au niveau mondial. Plus les stores vont être ouverts et tout, plus ceux qui ont des grosses licences, donc qui sont des licences établies, Honor of King, Pokémon Go, Fortnite en ligne, PUBG, plus ces gens-là, ils vont gagner de la marge, entre guillemets. Parce que c'est pas eux qui vont être obligés d'aller travailler sur tous les nouveaux business que vont sortir les stores. Donc c'est-à-dire le fait d'être mis en avant sur les stores, donc de payer pour ça, le fait de payer pour plein de choses. Parce que rassurez-vous, hein, si on leur annule les revenus sur le paiement, ils iront les chercher sur autre chose. Et ils proposeront d'autres services qui seront payants et qui auront un intérêt pour les développeurs. Ça, voilà. Mais ceux qui ont des grosses licences, ils seront pas forcément obligés, ils n'auront pas forcément d'utilité à utiliser ces services-là parce que leur licence suffira à faire prendre, à faire composer leur business tout seul en fait. Cardano n'est pas très cher. Bon, je sais pas s'il est cher ou pas. J'évite de dire si c'est cher ou pas dans les cryptos. Voilà, voilà. Bon, et ben ça fait déjà 1h13. Comme je suis sur à Paris, j'ai quand même un peu de route. Donc on va s'arrêter là. Pour ceux qui connaissent pas, bah, comme d'habitude, hein, si l'avis sur les sociétés vous a plu, que vous voulez des choses encore plus détaillées, n'hésitez pas à vous abonner à New Tech Insider Europe. On est un peu plus de 1500. J'espère qu'on sera 2000 grâce à vous à la fin de l'année. Donc surtout, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Le lien d'abonnement, il est là. Hein, ça vous en coûtera 59 euros. On essaye de faire le maximum possible pour que vous soyez satisfait, pour que vous ayez le plus de valeur possible et que vous puissiez construire votre retraite le plus efficacement possible. Hein. Euh, voilà. Si vous voulez m'envoyer des questions, n'hésitez pas à m'envoyer des questions à... Hop là, on va mettre là à la-rédaction-tech-publication-agora.fr. D'accord. Vous n'hésitez pas à m'envoyer des mails. J'essaye toujours d'y répondre. N'hésitez pas à poser des questions sur YouTube. Voilà, voilà. Tu as plus gagné en crypto qu'en bourse. Je t'avouerai que je n'ai jamais regardé. J'ai beaucoup gagné dans les deux. Après, en crypto, il y a des choses que je regarde pas. Je m'autorise pas à les regarder. Mes wallets, par exemple, sur mes clés, privées là. Enfin, mes wallets privées, j'y regarde pas, par exemple. Je sais à peu près combien il y a de valeur dessus, mais je regarde pas la valeur. Ça m'intéresse pas. C'est des choses que je garde, voilà. Quand sort le suivi sur ma medtech dans le portefeuille? On devrait la tourner cette semaine. Voilà, voilà.
Donc je vous souhaite un très bon appétit, une très bonne soirée et n'hésitez pas à m'envoyer vos questions, même si ça a été rapide. Voilà, il faut que je rentre à l'hôtel et tout, qu'on tourne les vidéos demain. Donc j'espère qu'on tournera le plus rapidement possible pour votre medtech préféré. Et voilà. Et je vous dis à la semaine prochaine et du coup à bientôt aussi pour la conférence sur la Chine qui j'espère vous plaira beaucoup. Et si vous n'êtes pas abonné à New Tech Insider Europe, abonnez-vous, sinon vous n'aurez accès qu'à la partie publique de la conférence. Voilà, voilà. Bye bye.